Anne Dolvraz, la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous présenter son podcast. Nous retrouvons Patrick Carnelutti, déjà rencontré lors du 2e épisode. Spécialiste de la littérature noire, il nous décrit les différentes facettes en lien avec le numérique qui y sont exprimées. Patrick Carnelutti, bonjour. Bonjour Josquin. Tu es spécialiste du polar, tu es déjà intervenu une fois dans le podcast, et on te retrouve aujourd'hui pour parler de polar et de numérique. Est-ce que les rapports entre les deux ont évolué ? Oui, forcément, parce que le numérique évolue. Déjà, faut définir un peu ce que renferme la littérature noire. La littérature noire, elle renferme plusieurs genres. Enfin, sous-genre. Il y a le roman policier, c'est l'enquête de base, il y a un mort et un flic ou une journaliste, etc., qui va enquêter dessus. Il y a le polar qui n'est pas forcément une intrigue policière, qui raconte un peu les dessous de la société et qui est proche, dans ce sens-là, plutôt du roman noir, qui décrit les arcanes un peu sombres de notre mode de vie. Et puis il y a le thriller qui est là pour faire peur. Suivant le sous-genre qui va être évoqué, il n'y aura pas le même rapport au numérique. Alors dans le roman policier, ce sont les policiers qui servent du numérique principalement, avec deux types de policiers. Il y a le flic solide à la Maigret, à la Harry Hole, à la Harry Bosch, des mecs qui ont 30-40 ans de maison, numérique, ils veulent pas en entendre parler. Ils ont même pas de téléphone portable, ou à peine, ils savent à peine s'en servir, c'est leur adjoint qui leur a programmé. Et il y a toujours quelqu'un dans l'équipe, c'est un jeune, c'est toujours le dernier arrivé souvent, qui lui sait se servir de Wikipédia et qui parfois est absolument génial, arrive à découvrir, mais enfin c'est pas lui qui résout l'énigme. Il va apporter, souvent il apporte pas mal d'éléments, d'indices, de réponses, mais c'est quand même le flic de base qui va sur le terrain, qui use ses godasses sur les trottoirs, qui va résoudre. Dans le roman noir et dans le polar, c'est très très différent. Le numérique, c'est un terrain de jeu, c'est un terrain de chasse, où c'est aussi bien un terrain de jeu pour les financiers que pour les mafias, pour recruter, que pour les politiques. C'est aussi là qu'on trouve le plus de références aux réseaux sociaux, qui peuvent aussi bien faire ou défaire des carrières, faire ou défaire des coups. C'est là où on recrute des femmes ou des hommes pour la traite des êtres humains. C'est là où se passent les transferts de fonds pour des choses pas très légales, pas légales du tout même. Et là, effectivement, maintenant, le numérique, il fait partie intégrante de genre. Dès qu'un roman noir se passe aujourd'hui, le numérique est dedans. Et puis même, il a pris une place tellement importante qu'il y a des auteurs comme Jean-Hugues Oppel qui font des mises en garde sur ce qu'est réellement le numérique, sur comment les financiers se servent du numérique, sur comment on est manipulé par le numérique. Enfin, on en reviendra, on parlera de certains ouvrages. Et puis il y a le thriller. Les thrillers, c'est là pour faire peur, c'est là pour faire frissonner. Et donc le numérique, c'est le terrain de chasse des prédateurs qui va repérer sur les réseaux sociaux principalement ses proies. Donc sur Facebook, avant les prédateurs sexuels passaient du temps à repérer leurs victimes, à les suivre. Maintenant, il suffit qu'ils regardent leur compte Facebook ou Twitter ou Instagram ou je ne sais quoi, et ils ont depuis chez eux, ils n'ont plus besoin de se déplacer. Et donc ça fait quelques années, il y a un bouquin qui est important, c'est un bouquin de Franck Parizeau qui s'appelle Play, où c'est l'histoire d'un tueur en série qui choisit ses victimes sur Facebook.
et donc qui non seulement choisit ses victimes sur Facebook, mais en plus poste la scène de crime sur les réseaux sociaux. Puisqu'il dit, puisque vous voulez être vu, vous allez être vu, tant qu'à faire. Et donc il y a toute une partie mise en garde. Donc soit il y a aussi, bien sûr, il y a de tout. Il y a des romans de très grande qualité, il y en a d'autres qui sont un peu moins bien, qui sont pourris, clichés, poncifs, du geek autiste qui est enfermé dans sa chambre 24 heures sur 24, qui est tout puissant. Et là, je me demande s'il n'y a pas comme une frustration quelque part de certains auteurs de voir qu'il y a des gens qui sont presque tout puissants, des hommes-machines qui sont capables avec une phrase ou avec 3 chiffres d'une plaque d'immatriculation de retracer la vie de quelqu'un, et donc qu'il dégrade d'une autre façon en disant voilà, ouais, mais c'est un mec, il a 25 ans, il est jamais sorti, il est vierge, il s'empiffre de barres énergétiques, il fait pas, il existe dans l'équipe, mais il fait pas vraiment partie de l'équipe, il va pas sur le terrain, c'est pas lui qui va arrêter les méchants. Donc c'est bien beau de savoir repérer des trucs, mais il faut des gens sur le terrain. Est-ce que le numérique, c'est une variable d'environnement, quelque chose dans lequel on baigne, ou est-ce que c'est simplement des objets qui apparaissent par-ci par-là ? Le numérique fait basculer des intrigues. C'est de plus en plus courant. Il y a un très très grand roman qui s'appelle Arène de Negar Javadi, où c'est une jeune fille de 16 ans qui s'amuse à faire une vidéo de flic sortie du contexte, effectivement, sur un quai de Seine, et qui va faire basculer la vie de tout le monde. C'est l'importance des réseaux sociaux, de la caméra permanente, c'est de plus en plus présent dans les romans noirs. Il y a donc un discours sur le numérique. Oui, une intervention. Il y a aussi tout l'aspect, l'importance par rapport à la sexualité, par exemple Tinder, qui permet aussi des tromperies, des duperies, des escroqueries, où il y a par exemple le livre Paz de Caril Ferret, où au début du livre, il y a le chef de corps spécial de la police qui couche avec une journaliste, et chacun des deux ment. Et finalement, tout le livre, ils vont se courir après, mais parce qu'elle a compris qui lui il était, et c'est parce qu'ils se sont rencontrés sur Tinder. Donc ça, c'est de plus en plus courant. Il y a aussi les impostures, où les gens prennent la place d'eux, et gèrent les comptes Twitter, Facebook, à la place d'un mort, à la place de quelqu'un qui veut disparaître. Voilà, ou inventent des personnages qui n'existent pas, mais qui peuvent être utiles par rapport à leurs propres intérêts sur une enquête. Est-ce que c'est juste un simple ressort dans la narration, ou est-ce que ça apporte des processus créatifs particuliers, nouveaux, ou ça vient juste remplacer, s'additionner à des formes habituelles ? Je pense que ça remplace des choses dans une structure bien rodée, mais en amenant quand même un plus, c'est-à-dire que ça amène, par exemple, la possibilité d'enquêter à l'autre bout du monde, sans se déplacer, ce qui n'existait pas avant. Ça amène toute une partie, principalement dans le roman noir, sur la façon dont l'argent circule, sur la façon dont l'information circule. Il y a par exemple un sociologue qui s'appelle Michel Moati, qui écrit des romans noirs sur une journaliste qui travaille pour un petit journal en ligne, mais qui est là pour faire du buzz, qui est là pour tourner. Et il la met en opposition dans ses romans avec un vieux journaliste tout près de la retraite qui écrit, lui, dans un tout petit canard local, mais qui écrit des articles de fond. Et il y a ce parallèle-là qui tourne tout le temps. Il y a par exemple un auteur qui s'appelle DOA, qui est très, très, très dangereux, qui a très, très peur du numérique, de l'exposition physique. C'est pour ça qu'il écrit sous pseudo. Ça veut dire mort à l'arrivée.
DOA, Death on Arrival. Et dans un de ses livres, Poughtou, qui se passe en Afghanistan, il explique, il démontre la façon dont on noie les gens sous des flots et des flots et des flots, des torrents d'informations qu'il publie. Il publie des extraits de suites d'informations qui arrivent et qui montrent que tout est dedans. C'est la lettre volée d'Edgar Allan Poe. C'est-à-dire que maintenant, on ne cache plus les informations, on les publie. Mais on publie, Et on les noie. Et on les noie. On publie aussi bien la dernière fois que la reine d'Angleterre a toussé que un détournement de fonds d'un ministre. Et tout ça est traité sur le même plan. Donc, ça n'a plus rien n'a vraiment d'importance et plus rien n'a vraiment pas d'importance. Tout vaut tout. Il y a aussi Jean-Hugues Oppel, dont je parlais tout à l'heure, qui est vraiment quelqu'un qui s'accroche à ce sujet-là et qui le fait bien. Et il y a toujours dans ses romans un lanceur d'alerte qui prévient, qui dit « Tout a été dit, mais vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas ce que l'on vous dit. » Et il démontre par exemple comment les sociétés jouent sur le cours des valeurs sur les marchés à court terme, sur le minerai, sur le blé, etc. Et il explique ça très bien. Et il explique comment par exemple les financiers se battaient par un moment pour 1 millimètre de câble. Parce que c'est la machine maintenant qui décide de la valeur du blé, de la valeur du vin, etc. Il explique le monde tel qu'il est, pas tel que nous on le voit, tel qu'on nous le montre. Quand on nous dit le marché est inquiet, le marché ci, le marché ça, le marché est raisonnable, le marché est capable de s'autogérer, Oppel il dit bah non, le marché c'est des machines. C'est 95% maintenant ce sont des machines et il n'y a pas d'homme derrière, ce sont des algorithmes. Est-ce que justement ces machines déshumanisées, est-ce qu'elles sont comme ça très présentes ou est-ce que dans ces livres, c'est plutôt l'usage qu'on fait de la machine ou est-ce que c'est la machine qui devient un personnage ou les machines, peut-être le réseau qui devient un personnage? Dans ces bouquins, c'est comment l'être humain résiste à ces machines. Il a une héroïne qui est une analyste de la CIA qui s'appelle Lucy Shan et qui justement a disparu du circuit, qui n'existe plus, qui est morte et donc qui n'existe plus dans la machine et dans les machines à travers le monde. Et elle trouve, Lucy Shan, que c'est extraordinaire parce qu'elle peut lutter avec la machine, parce que la machine ne peut pas, pour la dominer, la machine doit la localiser. Et comme elle n'existe plus, elle n'est pas localisable. Donc voilà, ça permet. Mais ce qui est en fait le fond de la pensée de Oppel, c'est pour vivre, il faut sortir de la machine. Quoi. Il n'y a pas 36 solutions. Si à partir du moment où la machine attrape. Alors il y a des thrillers qui sont sortis, par exemple de Bernard Minier. M, le bord de l'abîme, je crois, qui traite de l'intelligence artificielle dans une très grande entreprise chinoise qui s'appelle Ming, avec une intelligence artificielle qui prend le contrôle, qui fait du machine learning et qui apprend petit à petit à se débrouiller toute seule et qui défend ses intérêts au lieu de défendre les intérêts de la société. Il y a aussi un Américain qui s'appelle Dean Koontz, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Dark Web. Le titre est parlant. C'est pas toujours les auteurs qui choisissent les titres. Là, si, ouais. Je pense. Mais c'est du grand public. Mais ça explique comment une machine peut décider de poursuivre quelqu'un et elle échappe à celui qui lui a donné une mission parce qu'elle apprend à être de plus en plus efficace et elle apprend des techniques que le mec qui voulait ou le groupe d'êtres humains qui voulait s'en servir n'a pas vu comment ça pouvait tourner. Il y a aussi des histoires d'armes il y a Face Mort qui est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est un livre de Stéphane Marchand où il parle d'une arme absolue presque qui est dotée d'intelligence artificielle et qui peut très bien échapper totalement à son créateur.
et qui est faite dans le plus grand secret, dans le désert libyen, enfin, là où personne ne vient le chercher. Et on touche là à un autre style littéraire qui est l'anticipation, la science-fiction. Qu'est-ce qui fait que on reste dans la catégorie littérature noire? On reste dans la catégorie littérature noire parce que il y a pas vraiment l'anticipation, c'est dans une société qui a changé, qui a muté quand même. Là non, on est dans notre société à nous. On est déjà pas loin de pas mal de choses qui sont décrites, hein, parce que ces romans-là sont pas sortis cette année, et il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Il y a des livres qui sortent, par exemple, sur le transhumanisme, qui est pas quelque chose qui arrivera plus tard, qui existe déjà. Il y a des gens qui sont implantés des puces, même qui sont pas vaccinés, mais ils sont implantés des puces quand même. Non, ça c'est pour rire, hein. Il n'y a pas de puces dans les vaccins. Mais on est de plein pied dans notre société. Quand il y a Thomas Bronek, qui est un journaliste de Ouest France, enfin, qui est responsable de rédacteur en chef, je crois, qui a été par un moment à Ouest France, et qui écrit des livres politiques sur la politique à l'heure actuelle en France, qu'on a écrit un qui s'appelle La Meute, le dernier, je crois, où il parle par exemple de la politique et des réseaux sociaux, et ou comment on peut défaire une carrière politique, comment on peut de MeToo, de Balance ton porc. Quand on voit l'affaire Poivre d'Arvor, on n'est pas dans l'anticipation, on n'est pas. C'est ce qui arrive aujourd'hui, c'est ce qui est en train de nous arriver. C'est pas. Moi, j'ai rien vu qui m'a un jour choqué en me disant non, c'est pas possible aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui est possible aujourd'hui. Pour moi, la science-fiction, c'est quand on va parler, comme je lisais ça quand j'étais jeune, et on parlait de fusées qui traversaient, hein, qui allaient plus vite que la lumière, qui exploraient des mondes extraordinaires. Bah là, non, presque tout ce qu'on parle là, je le vois tous les jours dans les infos. Après, est-ce que c'est possible, pas possible, je sais pas. Mais dans un roman classique, un personnage X, sans parler du numérique, peut faire des choses qui a priori sont pas. Le roman, on peut tout faire dans un roman. Il peut faire des choses qui a priori pas trop possibles pour un être humain, on n'en sait rien. Restons sur les personnages. Hein. On a beaucoup d'a priori sur les acteurs du numérique. J'imagine que le polar n'y échappe pas et que on va trouver en fait des archétypes assez répandus en fait. Hein. Oui, effectivement. Ouais. Oui, tu retrouves beaucoup. Il y a des grandes. Quand un auteur ou une autrice s'embarque dans la description d'une multinationale du numérique, généralement, c'est pas des tendres qui sont à la tête et c'est pas des gens qui ont une éthique extraordinaire. Donc, l'important, c'est la Startup Nation, c'est-à-dire de bouffer le monde et d'arriver à piquer les idées des autres. Donc, c'est ça la Startup Nation, c'est arriver à bouffer les startups avant qu'elles progressent et qu'elles deviennent trop chères. Et oui, effectivement, il y a des archétypes. Est-ce que ce sont des archétypes? Je suis pas sûr. Enfin, personnellement, moi, j'y crois pas. Je crois qu'effectivement, ces gens-là, s'ils sont arrivés là, c'est parce qu'effectivement, c'était des prédateurs. Et que, bah oui, ils se comportent comme des prédateurs. Voilà. C'est pas. Mais quand on. Il y a des gens qui sont. Dans les romans, il y a aussi des personnages qui réagissent. Qui se battent contre ça, qui disent bah non, il faut remettre de l'éthique, il faut remettre. On s'aperçoit, il y a un roman qui est sorti là, tiens, qui s'appelle Les choses que nous avons vues. C'est un bouquin qui est écrit par une Belge qui s'appelle Anna Berwetz, et qui est paru dans une toute nouvelle maison d'édition qui s'appelle Le Bruit du Monde. Et elle parle de jeunes gens qui sont des modérateurs de YouTube. Et elle explique comment on laisse des jeunes comme ça, qui n'ont aucune expérience, devant des images abominables, et puis on les laisse se débrouiller. On leur donne 2-3 protocoles, puis débrouillez-vous.
à eux de gérer les images pédopornographiques, à eux de gérer des images d'une violence absolument folle, avec personne pour en parler et des obligations de rendement. Il y a d'autres, il y a tout un aspect social du numérique parce que le numérique a quand même détruit beaucoup les relations au travail. Il y a un roman d'Elisa Vix qui s'appelle Elle le gibier, qui est paru aux éditions du Rouergue, où elle parle d'une plateforme d'appel médical où les gens téléphonent, les médecins, enfin c'est une plateforme de renseignement où elle démontre comment on use des jeunes diplômés, des gens hyper formés qui pourraient être très utiles à la société. On les use pour faire de l'argent rapidement sur des plateformes numériques. Donc il y a tous les aspects du numérique qui sont traités. Il n'y a pas que des aspects fantasmatiques. Ça se passe tous les jours, les call centers, la façon dont on délocalise les appels, etc., la façon dont on abuse des gens. Par exemple, Uber, c'est pas possible sans téléphone portable. Uber, c'est une autre façon de recréer de l'esclavage moderne. Et ça fait partie de la littérature noire. C'est... Et comme autre figure, on a celle du geek à capuche, de l'ado à capuche. C'est des personnages qu'on va retrouver tels quels ou ils vont quand même être un petit peu Oui, caricaturaux comme ça. il y en a. Il y en a. C'est pas forcément les meilleurs romans du monde. Ce sont souvent des privés, alors soit souvent des romans américains, où il y a des privés qui ont leur geek. Comme t'as ton chien, ils ont leur geek. Et leur geek, c'est un mec qui a 25 ans, qui est puceau, qui a aucun contact social, qui fantasme sur des trucs, on sait pas trop quoi, qui se gave de confiserie, qui est parfois obèse, souvent autiste, et qui est capable, qui est tout puissant. Il est à la fois tout puissant et impuissant. C'est presque pas humain. Il y a quelque chose comme ça de l'ordre de la bizarrerie. D'accord. Et généralement, qu'est-ce qui fait qu'il est en contact en fait avec le héros s'il sort pas de chez lui, qu'est-ce qu'il est Eh ben souvent, il s'est fait piquer parce que il a été mettre son nez où il fallait pas. Alors, il s'est fait avoir par le FBI. Et puis, le privé, c'est un ancien du FBI. Puis, il lui a sauvé les fesses parce qu'il était mal parti. Ou alors, il l'a aidé, il l'a caché, enfin, etc. Il y a un rapport de soumission quand même. Donc, un second rôle utilitaire. Ouais, c'est ça. Mais il y a toujours cette dualité qui moi, quand tu m'as parlé de cette émission-là, j'ai pensé, et qui me fascine un peu. C'est quelque chose, il faudrait réfléchir entre la toute-puissance de l'homme-machine et son impuissance totale. Et il y a, je ne sais pas, il y a comme une jalousie, c'est comme si les inspecteurs Maigret étaient dévirilisés par tous ces jeunes qui savent se servir de machines qui peuvent donner des renseignements. Et il faut les réduire à l'état presque de choses dans une pièce définie, dans un bunker. Souvent, c'est des bunkers même. Hein. Ils sont entourés d'écrans, ils vivent dans une nuit absolue puisqu'ils sortent jamais. Tout est fermé, tout est brouillé, il n'y a pas de système. Mais ils sont capables de choses absolument fantastiques qui, là, pour le coup, n'existent pas. Après, il y a d'autres figures dans lesquelles ils sont un peu plus actifs, voire au centre des romans. On en parlait un petit peu avant d'enregistrer. Il y a Lisbeth Salander qui est un peu peut-être un personnage pivot dans cette représentation-là. C'est une pionnière. C'est une pionnière, parce que Lisbeth Salander, elle a quand même un côté un peu bizarre, parce qu'elle a 25 ans, mais enfin, elle a
allure d'une ado de 14. Dans le bouquin, c'est Millennium, dans la trilogie. Et elle est violente, elle est bisexuelle. Elle fait partie d'un groupement de hackers, ce qu'on appelle des black hats, des hackers de mauvais, ayant de mauvaises intentions, dirons-nous. Et elle est limite schizophrène quand même, Lisbeth Salander. Donc c'est un grand personnage, c'est vraiment un très très beau personnage féminin, mais elle n'est pas représentative non plus de la plupart des personnages féminins qui vont s'occuper d'informatique. C'est pas... ce livre-là a eu du succès aussi à cause de ça, parce qu'il a des personnages qui sont intéressants. Ouais. Et du coup, ces autres personnages féminins... Par exemple, il y a Bernard Minier qui a un personnage féminin dans l'équipe qui vend beaucoup de thrillers. Il a un personnage dont je ne me rappelle plus le nom, qui fait partie de l'équipe du commandant Servaz et qui est très très costaud en informatique, mais elle a une particularité, c'est qu'elle est très moche. Voilà. Il y a toujours un truc qui... Il faut toujours qu'ils payent. Ils doivent payer. Ouais. Je sais pas pourquoi. Mais non, il y a quand même... il y a de plus en plus, il y a des policiers tout à fait normaux. Souvent, ce sont les jeunes. Voilà. Bon, il va être temps de s'y remettre parce que quand même l'informatique, ça fait quelques années que ça existe et Internet, ça fait quelques années que ça existe aussi. Donc il y a des gens qui ont 45, 50 ans qui... Plus si jeunes que ça. Plus si jeunes que ça et qui ont plus 20 ans et qui sortent pas de l'école et qui savent se servir d'Internet. Mais bon, non, il y a des qui font partie de l'équipe, qui sont plus doués que les autres. Et puis l'informatique, c'est important parce que c'est là où on peut résoudre des affaires. Parce que quand les flics saisissent un ordinateur portable ou des téléphones ou localisent des téléphones, c'est quand même très très important. Il y a des romans qui sont sortis là et sur le traçage de l'argent dans les groupes terroristes d'extrême droite. Où il y a une structure d'Interpol spécialisée dans ce traçage et où leur principale occupation, c'est de surveiller les paris sportifs, le sponsoring sportif sur des tout petits clubs de football et qui en fait servent d'énormes blanchisseuses d'argent pour récupérer des fonds. Et ça, c'est pas du tout de la science-fiction. Il y a un risque extraordinaire de terrorisme d'extrême droite, de suprémacistes blancs en Europe. Et voilà, la littérature noire, au moins, elle pose les choses sur la table. Parce que quand il se passe quelque chose sur les chaînes d'infos en continu, souvent le terrorisme ne s'applique qu'aux islamistes. Et quand c'est un blanc, c'est souvent un déséquilibré, etc. Non, il y a une véritable internationale du terrorisme suprémaciste qui existe. Et le roman noir, il a le mérite, à travers le numérique aussi, de poser la façon de lutter contre ce terrorisme. Est-ce qu'il y a des incontournables, hein, tu penses, dans des livres que toi tu dirais il faut vraiment les avoir lus, ceux-là, ou si vous y intéressez, je vous conseille de commencer par celui-là. Ouais, il y a juste un truc, je voulais te montrer à quel point ça recouvre tout, c'est par rapport aux jeux vidéo. Il y a une trilogie qui s'appelle la trilogie Ben Lazar, d'un auteur qui s'appelle Frédéric Paulin, qui part de l'Algérie des années 92-95 jusqu'à aujourd'hui, tout petit peu avant aujourd'hui, et qui suit la montée en puissance du terrorisme islamiste. Et dans son dernier, dont je ne me rappelle, La Fabrique de la Terreur, voilà.
de la fabrique de la terreur. Il y a La guerre est une ruse aussi de Frédéric Paulin qui est paru aux éditions Agulot. Il montre comment les terroristes, mais aussi les services de renseignement se servent des jeux vidéo, par exemple des PlayStation, etc., pour que les gens se rencontrent discrètement pendant des jeux, dans des jeux. Et il y a toute une partie du roman où effectivement les messages s'échangent sur je sais plus quel jeu où le type joue un personnage et il délivre des messages comme ça et c'est quelque chose qu'on connaît mal, on connaît pas et voilà donc effectivement là, la littérature s'est bien emparée du sujet numérique. Alors, des livres absolument à lire, il y a la trilogie Ben Haddad, ouais, parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, pas forcément parce que c'est numérique, mais parce que c'est documenté, c'est absolument dingue. Vous êtes au cœur de Tora Bora avec Oussama Ben Laden, vous êtes dans les avions qui vont percuter les tours, c'est vraiment quelque chose de très très grand. Sur le numérique, il y en a plein. plein. Je parlais justement du terrorisme suprémaciste blanc. Et il y a un auteur qui s'appelle Jacques Moulin qui a écrit 2 livres qui se suivent. C'est Le Réveil de la Bête et Retour à Berlin, qui est paru aux éditions Gallimard dans la série Noire, et qui justement raconte l'histoire de cette équipe d'Interpol qui n'est chargée que de suivre les mouvements de fond. Et donc, il y a forcément des bisbilles entre les services parce qu'il y a une équipe qui est chargée de suivre les terroristes. Mais l'équipe qui est chargée de suivre les terroristes s'intéresse principalement aux islamistes. Et l'équipe qui est chargée de suivre les mouvements de fond dit attention, les mouvements de fond, c'est surtout le terrorisme blanc. Et donc, on en a parlé, Paz, il y a... faudrait presque que tu fasses une bibliographie à la fin de... Oui, bon, je mettrai... on pourra mettre une bonne liste. Hein. Ouais, par exemple, 1, 2, 3. C'est un livre israélien d'un Israélien qui s'appelle Dror Mishnayni, qui est paru aux éditions Gallimard dans la collection Série Noire, où par exemple un prédateur, c'est un type qui cherche à rencontrer des femmes via des réseaux sociaux. Et voilà, je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais c'est particulièrement intéressant. Il y a Claire Raphaël aussi qui écrit des livres. Alors elle sait de quoi elle parle, c'est une technicienne de scène de crime. Elle est balisticienne et elle a écrit par exemple Les Militantes et c'est paru aux éditions du Rouergue et elle raconte la vie d'une technicienne de scène de crime et donc aussi le numérique, les recherches, comment on identifie une arme, comment on va la rechercher sur les réseaux, cette arme, les réseaux de vente d'armes, parce qu'on vend des armes sur Internet. Bien sûr, il y a tous les livres politiques. Donc, il y a Claire Bochard, Le Crépuscule du Pan. J'en ai parlé, c'est Thomas Bronek aussi, et qui explique comment les politiques, en même temps, se font mousser leur carrière avec c'est les petits marquis de Bernard Lavilliers avec leurs assistants qui sont branchés sur leur smartphone 24 heures sur 24 à poster des messages intéressants, mais aussi comment quand ils font un faux pas, ce faux pas il est amplifié maintenant par les réseaux sociaux et qu'il est pratiquement irrattrapable une fois que c'est parti, c'est pratiquement foutu quoi. Bon, on comprend aussi, il y a certains qui expliquent comment parvenir à contrer quand ça part mal. Il y a un livre que comment chuter quand on est tout en haut, qui s'appelle Mécanique de la chute de Seth Greenland, qui est paru aux éditions Liana Levy, où c'est un type qui possède une équipe de basket aux NBA et aux États-Unis qui est en première ligue, très très haut niveau,
et qui fait un faux pas qui peut être considéré comme raciste s'il est mal pris, et s'il est mal filmé, et s'il est diffusé sur les réseaux, et tout ce qui s'ensuit. Et où à chaque fois qu'il veut arranger les choses, ben ça empire, parce que c'est amplifié, parce que tout est repris et déformé, et tout est commenté, parce que il y a une image et il y a le commentaire de l'image sur le réseau social. Et voilà, il faut lire cette Greenland. C'est intéressant de voir comment tout ça tourne. Enfin, il y en a des dizaines. Il y a des livres aussi sur le transhumanisme, l'homme augmenté, qui sont pas des choses extraordinaires, mais alors bien sûr, dans un roman noir, ça fait il y a des méchants qui veulent piquer l'invention voilà. Et tu as toi-même publié 3 romans. Ouais. Est-ce que c'est un thème qui t'intéresse, des outils narratifs qui t'intéressent, qui t'inspirent? Pas vraiment. Pas vraiment. Je m'en sers parce que bon, il y a de la communication, et puis surtout dans Succession, il y a des choses qui se passent en Afrique. Sur le premier, Peace and Death, ça se passe dans les années 60, 68, donc il n'y a pas Internet, c'est clair. Et sur Succession, oui, parce qu'il y a des échanges entre l'Afrique et la France, ouais, donc effectivement, oui. Après, le dernier, Jusqu'au bout, Cyprien, ça se passe plutôt dans les années 80. Donc, non, pas plus, quoi. C'est pas quelque chose qui me passionne. S'il y a besoin, Oui, voilà. mais C'est un outil, mais pas plus. J'ai pas envie d'écrire un grand bouquin sur le numérique. C'est pas. Déjà. Le problème du numérique en littérature, c'est que le numérique, c'est une langue, avant tout. Et moi, je la parle pas, cette langue-là. Et demander à un développeur d'expliquer un truc, déjà, au départ, tu as envie de le taper. Mais quand il t'a expliqué et que tu comprends toujours rien à ce qu'il te dit, dans un franglais qui est déjà anglais, je parle pas, mais alors franglais, c'est encore pire. T'as encore plus envie de le taper. Et donc, intégrer ça, la littérature, c'est la langue avant tout, c'est le langage, c'est manier des mots. Et jouer avec une langue que tu connais pas, faut oser. oui, et que peut-être que tes lecteurs ne connaîtront pas non plus, donc Voilà, c'est très dangereux. C'est aussi pour ça qu'on en arrive à des poncifs et à simplifier. Parce qu'effectivement, c'est important que le lecteur y comprenne ce qu'on va dire. Donc, si on maîtrise pas totalement, si on maîtrise totalement, on devient extrêmement pénible, parce qu'on va expliquer des choses pas d'intérêt vraiment finalement, que sauf pour les gens qui le pratiquent. oui, ou alors pour un tout petit panel de lecteurs. Si tu écris un bouquin sur un médecin et tu mets que des termes médicaux hyper techniques, ça va pas caler. Et là, en plus, le numérique, le langage du numérique n'emmène pas sur une réalité. Il emmène sur des possibles, sur de la programmation, sur des trucs comme ça qui dépassent complètement le simple mortel que nous sommes. Mais par contre, il y a des choses intéressantes qui ont été faites. Je pense à un bouquin de Maurice Guirand qui s'appelle La mort ne s'est pas arrêtée à Dachau, où il parle de l'avènement d'ARPANET, qui est l'ancêtre d'Internet, et comment les Américains ont fait ça à l'UCLA en Californie, avec une partie des savants, des intellectuels nazis, qu'ils ont tiré des camps de concentration, qu'ils ont extrait des camps de concentration et ramené aux États-Unis pour les faire travailler sur des projets comme ça. Donc voilà, c'est intéressant de reprendre à la base, mais maintenant expliquer l'intelligence artificielle ou des trucs comme ça n'a pas d'intérêt. Merci beaucoup Patrick Cardinetti. Mais je t'en prie. Cet épisode touche à sa fin.
Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous vos questions, commentaires et propositions par email à coucou@lacantine-brest.net ou via Twitter. À très bientôt.